Bonjour Monsieur Cazot. Et bonjour à vous. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir un petit peu sur le site et le forum, parce que c'est le début de votre 3e année. Donc on voulait faire le point avec vous. Les supporters se sont joints à nous pour vous poser des questions pendant toute la semaine. Donc on va essayer de synthétiser ça. On a regroupé à la fois le domaine sportif, infrastructure et financier. Alors avant de commencer sur ces questions, on souhaiterait que vous présentiez un petit peu pour l'ensemble de nos supporters. Jean-Robert Cazot, moi je suis montois, un natif de Mont-de-Marsan. C'est vrai que je suis pas, c'est pas il y a 3 ans que je suis arrivé ici, donc j'ai fait toute ma vie ici en étant bien évidemment comme tout un chacun à un moment donné expatrié pendant une quinzaine d'années après ma jeunesse passée ici. Donc j'ai grandi dans l'environnement montois du milieu associatif beaucoup, puisque j'étais musicien. J'ai cofondé le groupe Los Comancheros à Mont-de-Marsan il y a plus de 40 ans, donc 44 ans maintenant, et c'est pas hier, c'était tout jeune encore. Et puis voilà, donc ma vie professionnelle, je l'ai construite depuis 25 ans en Aquitaine, au travers de mes différentes sociétés, et j'ai toujours été proche de Mont-de-Marsan, toujours été montois. D'ailleurs, je pense depuis 30 ans, 35 ans, j'habite Mont-de-Marsan, donc je n'ai jamais quitté ce lieu, et je suis amoureux du rugby et du club de Mont-de-Marsan depuis tout gamin, où je venais avec mon père supporter au pesage le stade montois tout au long de ces années-là. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis revenu un peu plus proche du club en essayant de l'aider dans une phase un peu compliquée d'il y a 4 ans. Puis de fil en aiguille, j'ai été amené à prendre les responsabilités de la présidence, parce qu'à un moment donné, quand on s'engage dans un projet, quand on s'engage financièrement aussi dans un club comme je l'ai fait, il faut aller au bout des responsabilités, et donc c'était la raison pour laquelle j'ai accepté de prendre la présidence. Voilà, ça fait 3 ans, le temps passe déjà, et je pense qu'on a fait un petit bout de chemin quand même dans nos objectifs que l'on s'était tracés, de remettre le club financièrement d'abord à flot, et après de continuer un projet sportif important, intéressant, et développer toujours un petit peu plus ce club année après année. Est-ce que ça change une vie de devenir président d'un club professionnel? Oui, ça change une vie complètement, puisqu'on sort d'un anonymat où on a l'impression d'arriver de renaître aux yeux des gens, tout au moins. Pas pour moi j'ai toujours mes amis depuis longtemps, mais toujours les mêmes, donc j'ai pas de souci avec ça. J'ai absolument aucune ambition au titre personnel, mais au regard des autres, et c'est vrai que ça change ce côté du quotidien. Voilà. Après, vous avez un club professionnel, je dirige depuis près de 30 ans des sociétés, donc c'est pas trop cet aspect-là qui est novateur, puisqu'un club aujourd'hui se dirige à peu près de la même façon, avec l'adrénaline du sport et du résultat sportif en plus, qui donne une valeur encore plus ajoutée au modèle d'entreprise. Mais voilà, c'est plus par rapport à cette sortie d'anonymat et au regard que portent les gens sur vous. Ça fait un double emploi du temps à gérer, malgré tout. Oui, c'est un engagement comme l'autre, donc il faut y consacrer le temps. Quand on le fait, il faut aussi savoir s'entourer. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, le club a, je pense, une belle équipe autour de moi qui œuvre beaucoup, qui fait beaucoup de choses, et c'est très important, parce que seul, on n'est pas grand-chose. Comme dans une entreprise aussi, on n'est pas grand-chose. On a 2 mains, une tête, et on n'a pas le loisir de se démultiplier, donc il faut s'entourer, il faut un encadrement. Voilà, c'est ce que j'ai au cours de ces dernières années construit ici, et j'en suis très très satisfait et très fier, parce que même si on les voit moins que moi, ils font beaucoup pour que le club avance aujourd'hui. Alors dans le modèle de gouvernance un petit peu des présidents, Kate Moon nous pose une question sur le modèle de présidence, et il évoque 2 présidents assez emblématiques du top 14, Serge Blanco et Mourad Boudjelal. Alors vous seriez plutôt sur quel modèle? Alors moi j'ai pas de modèle de président. J'essaie d'être moi-même, j'essaie d'avoir ma personnalité propre, donc on ne se sert pas de modèle pour avancer. Ce que je pense aujourd'hui dans le monde du rugby professionnel,
il y a des bonnes idées à prendre partout. Voilà, donc je dois m'attacher, moi, à essayer de prendre effectivement les idées qui s'adaptent le mieux à notre club. Et je pense qu'il y a des bons modèles de gestion de club ailleurs. Il faut savoir s'en inspirer. Mais moi, aucun modèle ne me fait aujourd'hui vibrer ni avancer. C'est pas ma façon d'être. Vous êtes à la présidence du club depuis 3 ans. Est-ce que votre manière d'appréhender le rugby et la direction a évolué? Ah ben oui, bien sûr, parce que quand on démarre quelque chose, on apprend beaucoup. Donc c'est au contact des hommes que l'on apprend, qu'on progresse. Voilà, moi j'ai progressivement réussi à comprendre un petit peu le fonctionnement d'un sportif, ses mécanismes de choix, de décision, donc aussi être au contact des entraîneurs, de leurs objectifs, comprendre aussi comment et pourquoi il fallait faire des choix sur des recrutements, donc ce qui m'a amené cette année à être beaucoup plus impliqué dans les recrutements ou dans les négociations avec les joueurs. Parce que j'ai appris, voilà, parce que les 2 premières années, il a fallu comprendre et apprendre. Voilà, donc, effectivement, mon regard a évolué. Alors, vos ambitions pour la saison, c'est une question posée par Live Jaune et Noir ou Jaune de Cœur. Quelles sont les ambitions légitimes pour vous qui apparaissent pour cette saison à venir? Je crois qu'il ne faut pas d'abord avoir des ambitions trop importantes. Je pense qu'on a aujourd'hui pas de légitimité de se prétendre leader ou en position de force dans ce championnat. On rentre dans un championnat que l'on connaît bien, où les joueurs, la plupart le connaissent aussi bien, qui s'est durci, qui a grandi, qui a progressé aussi. Donc je pense qu'on va d'abord prendre notre première ambition, c'est de gagner des matchs. Voilà. La première ambition, c'est de gagner des matchs et retrouver ce goût de la victoire. C'est faire que ce qu'attendent tous nos supporters, parce qu'on est tous dans le même, tous supporters, on a envie de goûter à ces joies de la victoire. Donc après, on verra l'ambition du club. Je l'ai toujours dit, notre ambition première, c'est de figurer dans les 20 premiers clubs français. Donc on reste toujours dans cet axe-là. Ça veut dire que si on est dans cette vision-là, on se doit d'ambitionner de jouer des phases finales. Voilà. Bon, mais encore une fois, je pense qu'il faut se targuer d'avoir, parce qu'on descend de top 14, trop d'appétit. Une question qui est liée à ça de Coupe du Maillot. Si les résultats sportifs apparaissent moyens en fin de saison, quel peut être pour vous l'avenir du staff? Attendez, je crois que d'abord on redémarre un nouveau projet avec un staff, donc il faudra laisser le temps au temps. Moi, quand il faut prendre des décisions, on les prend. Aujourd'hui, loin de moi ce genre de pensée. On attend tous, bien sûr, que cette année soit positive, mais j'ai absolument aucune vision à cette échéance-là. Une question de Mont-de-Mars 140. Alors, il met en avant la valorisation de l'esprit du club et de l'esprit de vie de groupe qui a vraiment été valorisé pendant des années. Et il se pose la question de savoir si on ne s'est pas un petit peu fourvoyé en mettant trop en avant cet esprit au détriment du culte de la performance. Non, je ne pense pas. Moi, ce que je regarde aujourd'hui, c'est qu'on rentre dans un nouveau projet de jeu. Donc il faut que les joueurs l'assimilent, donc c'est ce qu'on va leur demander prioritairement. Moi j'ai le sentiment qu'au sorti de cette saison de top 14, il y a eu beaucoup de valeurs développées dans l'année, valeurs de courage, des valeurs de groupe, et le bien-être dans un groupe, c'est aussi ces valeurs de combat. Donc s'il n'y a pas de bien-être, on n'empile pas des noms, on crée un collectif. Un collectif, il faut qu'il y ait du bien-être. Après, il faut de la rigueur. Encore une fois, on rentre dans une nouvelle ère de staff, laissons-leur aussi prendre leur marque là-dessus. Et j'ai entièrement confiance d'une part en Christophe pour amener sa rigueur, son professionnalisme, son autorité sur le groupe. Je crois que c'est déjà, l'empreinte est bien prise. Et je pense que les joueurs ont montré quand même des valeurs depuis de nombreuses années. Donc moi, je suis plus pour cet assemblage
de travail, de rigueur et de bien-être. Alors par rapport au projet de jeu que vous évoquez, ce nouveau projet de jeu, en quelques termes, comment vous pourriez le caractériser? Bah écoutez, il faudrait poser plus la question aux techniciens qu'à moi, parce que je ne veux pas quand même prendre le pas sur eux, parce que je ne suis pas compétent du tout là-dessus. Ce que je pense savoir, c'est que, avoir vu, c'est que le projet, c'est un projet vraiment porté encore plus sur le collectif que par le passé. Donc c'est amené, et c'est peut-être nous a manqué à certains moments, et ce qui nous est souvent reproché, c'est effectivement de manquer d'aboutissement dans nos actions, parce qu'à un moment donné, l'individualité prend le pas sur le collectif, et justement souvent dans le dernier geste, dans la dernière action. Et je pense que le travail engagé par Christophe Lossuc là-dessus va être axé sur ce gommage pour que ce soit avant tout un jeu collectif. Alors après, je ne vais pas vous parler de stratégie de jeu, je pense qu'en lui posant la question à lui, ça sera beaucoup plus précis. Alors dans ce cadre-là, on va se focaliser un peu plus sur les joueurs. Quels sont selon vous les droits et les devoirs du joueur de rugby professionnel? C'est une question qui est posée par La Paloum. Oui, j'entends ça et là des réflexions. Moi, je pense qu'un joueur professionnel, c'est avant tout, il a les droits et les devoirs d'un salarié. Pas plus, donc pas moins. C'est à savoir qu'il a droit à une vie privée en dehors du club. Donc ça, c'est très important. La petite différence, peut-être, c'est qu'il y a une notation quand même un peu d'homme public qu'il a, puisque il est devant la scène avec des milliers de gens qui l'observent individuellement, donc il a ce côté un petit peu de rigueur à avoir en dehors du club. Mais avant tout, je crois qu'il faut respecter aussi leur capacité à avoir une vie privée. Par rapport au recrutement, est-il envisagé, question de Bru-Bru, envisager de recruter un joueur de 3/4 supplémentaire? Le recrutement est bouclé, le budget a été respecté par l'ensemble du staff et le conseil d'administration. Aujourd'hui, je suis à l'écoute. S'il y a un gros pépin, si on sent une nécessité, on verra, on analysera la situation. Mais pour l'instant, place aux joueurs, place au staff et à leur organisation. Quant à la venue de Salawa, le jeune Fidjien en groupe espoir, où en est-on? Question de Fiesta. Alors effectivement, on aurait aimé que ce joueur soit là déjà depuis quelques semaines. Ça n'a pas été possible, c'est un problème de visa. Voilà, donc pour être très simple, les procédures qui avaient été prises étaient plus des procédures qui passaient outre un peu des formalités trop lourdes. Et bon, mais maintenant il y a un peu plus d'attention portée, donc tout ça s'est fait retoquer. Il a fallu passer par des démarches un petit peu plus longues, un petit peu plus fastidieuses, mais bon, c'est en train de se régler. Je pense que ce joueur aura le droit de venir sur le territoire très très vite maintenant, dans les jours qui viennent. Et après, c'est une question d'organisation, de transfert. Voilà, donc, c'était quand même un joueur dont on n'avait pas quand même aujourd'hui mis l'accent immédiatement pour constituer le groupe. J'espère une pépite qui va nous arriver. C'est tout au moins dans ce sens qu'on l'a recruté, mais c'est un espoir qui a quand même besoin aussi qui aura besoin d'un temps d'adaptation dans le club, donc on ne le verra pas quand même tout de suite dans l'effectif. La venue de Christophe Lossuc est-elle un élément qui permet de renforcer la rigueur du club dont vous parliez à l'instant? Je pense que un staff, il est différent. Voilà, donc le staff des années passées a mis de la rigueur aussi, donc je pense qu'il ne faut pas faut rien retirer de ce qu'ils ont fait, ça a été quand même assez performant. Après, vous savez, il y a des habitudes qui se prennent, et donc le changement est toujours profitable de toute façon à faire évoluer le club. Donc on a toujours besoin d'évoluer comme dans une entreprise. Donc oui, je pense et j'ai confiance en la rigueur. Je pense que Christophe est quelqu'un qui est exigeant, rigoureux, mais ce qui m'a paru important aussi, quelqu'un qui est dans l'esprit, c'est-à-dire qui a l'esprit du Stade Montois, qui a l'esprit du club et du collectif, et aussi donc cette façon de se comporter avec ce respect
de tous les instants pour les joueurs. Dernière question concernant le sportif d'Olivier du 23. Que pensez-vous de l'arrivée de nombreux joueurs étrangers dans le championnat? Je pense que les joueurs étrangers c'est quelque chose d'indispensable quand même, parce que le championnat français est un des meilleurs championnats au monde, et c'est normal qu'il s'ouvre sur l'ensemble du territoire mondial rugbystique. Voilà. Après, il y a des postes, c'est vrai aussi, où il est difficile de recruter en France, notamment sur les deuxièmes lignes, on sait, des piliers, et la concurrence, elle est salutaire, donc il faut savoir aussi jouer avec. Pour ce qui concerne de Mont-de-Marsan, peut-être qu'on sera un cas à part cette année, puisque 2/3 de l'effectif, y compris donc les contrats espoirs, pro et espoirs, est français. Donc ce qui va nous amener à avoir des feuilles de match où 75 ou 80% des joueurs qui seront inscrits sur la feuille de match seront français. Voilà, donc je pense qu'on sera peut-être dans ce championnat un petit peu à part. On est complètement dans les clous des joueurs GIF. On y est largement dans les clous, puisqu'on est même... on aurait eu capacité d'avoir 16 joueurs GIF professionnels, on n'en a que 10. Vous voyez, donc on est loin des quotas. Donc c'est pas les quotas qui nous ont guidés, c'est tout simplement les postes, les hommes, les disponibilités, les budgets. Voilà, c'est un tout qui fait qu'à un moment donné, on opte pour un profil étranger si on juge que l'on n'a pas à qualité ou à coût équivalent un joueur français disponible. Mais encore une fois, je dis, nous, au Stade Montois Rugby, on s'est quand même toujours attaché à être beaucoup plus franco-français que d'autres clubs. Voilà, donc là-dessus, je pense que par la formation aussi, par tous les aspects que l'on a développés, qui ont été développés ces dernières années au club, on est arrivé quand même à garder, je pense, un bon équilibre. Alors on va basculer sur la partie financière et infrastructure pour le club. Première question concernant le budget, puisqu'on est en début de saison. Vous aviez annoncé 4,9 millions d'euros en fin de saison dernière. Est-ce que ce chiffre est tenu? Est-ce que ce chiffre a été validé par la DNACG? Oui, on est tout à fait dans les clous de ce budget, même s'il y a toujours un peu de variation, puisqu'il évolue sans cesse, le budget, mais on est totalement dans les purs. Et le budget a été là aussi validé par la DNACG dans son ensemble. Et donc il n'y a eu aucun blocage. Là, des discussions classiques d'avant-saison où il faut amener des justificatifs, bien évidemment, sur les chiffres que l'on avance. Tout ça a été fourni suffisamment en amont à la DNACG qui a totalement validé notre budget. Donc ça veut dire que par rapport à la Pro D2 d'il y a 2 ans, où on était autour de 4,2, il y a une progression assez significative du budget à Mont-de-Marsan. Oui. Et en ce sens, la progression, elle s'est faite au travers de l'année passée du top 14, parce que ça nous a permis de faire un grand pas en avant, je l'ai dit, tout au long de l'an passé. Vous savez, même si on galère, même si on est dans le dur, ce que l'on fait, c'est que l'on fait. Et le pas que l'on fait, on essaiera de ne pas le faire en arrière. Donc, et ce pas en avant, il est profitable, parce que le club progresse. Et aujourd'hui encore, on le voit, malgré ça, on reste dans une moyenne, à peine la moyenne des budgets de Pro D2, ce qui prouve la nécessité, effectivement, d'avancer. Donc cette avancée, elle est due au travail qui a été fourni depuis 2 ans, et surtout avec l'avantage de cette montée en top 14, qui nous a permis de développer nos infrastructures, de développer nos partenariats, et de ce fait donc d'arriver à ce qu'en année de Pro D2, là, on ne perde pas le bénéfice de tout ce travail. Ça veut dire que vous avez réussi à fidéliser les partenaires. Bien sûr, il y a une chute qui est logique et prévisible, mais elle est très faible donc d'amplitude. Donc vos partenaires, et je les en remercie d'ailleurs, tous aussi, parce qu'ils ont confiance en nous, ils ont confiance en le club, et ils ont donc maintenu quasiment leur engagement pour cette année de Pro D2. Alors je reviens sur une des interventions que vous aviez faites à Tête à Pâques il y a quelques mois. Pierre-Albert Blain, vous avez posé la question éventuellement un jour de la fusion. Alors est-ce qu'on peut tordre ou non un coup à cette chimère? Je me rappelle votre argumentation en disant que 2 budgets associés, c'était pas forcément quelque chose d'efficace et de concluant pour évoluer au plus haut niveau. Est-ce que dans un avenir moyen ou même à long terme, les 2 entités vont survivre dans les Landes en termes de rugby? Alors, il faut d'abord
se dire qu'on est dans l'immédiat, parce qu'on a besoin de gérer année après année nos clubs, que la difficulté c'est d'exister demain. Hein. Alors certes c'est bien d'envisager ce qui va se passer dans l'avenir lointain. Aujourd'hui moi je me préoccupe surtout de ce qui se passe dans le présent et dans l'avenir court terme, parce que un club est soumis à une pression de la proximité. Moi j'ai toujours prétendu que le jour s'il doit y avoir un rapprochement entre les clubs professionnels landais, il faudra qu'avant tout il ait été digéré et préparé sur le plan des infrastructures et notamment financières. Et aujourd'hui c'est pas le cas. Et vous avez tout à fait raison de dire que 1 plus 1 ne fait pas 2, 1 plus 1 très simplement avec une connaissance des chiffres fait à peine 1,5. Et on voit bien que 1,5 fois plus de notre budget aujourd'hui, ça fait même pas le top 5 de la Pro D2. Bon, donc ça serait purement suicidaire. C'est un non-sens. Ça serait suicidaire de faire disparaître 2 clubs avec un passé glorieux comme Dax et Mont-de-Marsan aujourd'hui, Tyros peut-être dans un avenir proche, sous prétexte de vouloir s'engager sur une voie que l'on ne maîtrise pas. Je ne veux pas dire qu'un jour, et c'est le travail que l'on essaie de faire, c'est que l'on engage au niveau de département une réflexion sur comment on imagine le rugby professionnel dans l'avenir dans les Landes. Est-ce que les Landes est capable, est-ce que le département des Landes est capable de porter un projet à long terme pour concurrencer demain ce que seront les grandes métropoles? Et on voit bien que la tendance à aller vers les grandes métropoles, elle est là, elle existe. Et nos métropoles moyennes, petites, que sont Mont-de-Marsan ou Dax, seront en difficulté sur le plan financier par rapport à ça. Un département des Landes peut être un moteur. Mais aujourd'hui, peut-être moteur, c'est ce qu'on prétend, sans distinction des 2 clubs. C'est-à-dire que le département peut se grouper autour du rugby professionnel. C'est ce que l'on essaie de faire avec le projet Rugby Land Entrepreneur, que l'on essaie de développer pour attirer la dimension départementale au secours et à la défense du rugby professionnel durablement. Et je trouve des valeurs très intéressantes aujourd'hui dans cette démarche, même si elle est peu connue et qu'aujourd'hui elle a encore beaucoup de chemin à faire. C'est qu'en même temps on se rend compte que le rugby professionnel c'est aussi la vitrine d'abord d'un rugby amateur très dense et très important dans notre département, et que l'on doit se retrouver tous sur le même terrain, c'est-à-dire et la formation, et les jeunes, et les petits clubs, et les clubs landais, qui ont été ravis d'ailleurs cette année de nous accueillir pour des matchs amicaux. Et voilà, toute cette démarche-là doit conduire peut-être à une prise de conscience globalement de tous les acteurs économiques ou politiques que le rugby dans les Landes c'est quelque chose d'extrêmement important à véhiculer et porteur certainement d'avenir. Et voilà, c'est peut-être là que je voudrais placer le curseur, mais pas forcément dans un regroupement d'Axe et Mont-de-Marsan immédiatement aujourd'hui qui n'a pas de sens. Alors en matière de budget, la partie recette guichet est importante. Certains supporters évoquent le prix des places comme Phoenix ou Jeunes de Cœur, et une petite critique sur des prix qui seraient trop élevés à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette interrogation? Alors on peut toujours effectivement faire des comparaisons. On s'est livré quand même un benchmark de l'ensemble des prix. C'est vrai que Mont-de-Marsan n'est pas parmi les moins chers, mais regardons-le par rapport à la configuration aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un déficit d'infrastructures important. Nous n'avons qu'une tribune. Donc quand on prend effectivement la moyenne des places que l'on peut vendre sur le stade, le prix est relativement bas, voire très bas, même inférieur aux autres clubs. Mais parce que si on avait 2 fois plus de places assises et confortables de tribune, bien évidemment on pourrait moduler beaucoup plus le prix des places et trouver une moyenne qui satisferait tout le monde. Donc c'est un bon, je comprends, c'est d'abord un effort qu'on demande aussi à tout le monde, et les supporters comme les partenaires y adhèrent. Je pense que là-dessus on essaie de faire du mieux possible pour respecter d'une part le supporter, et on est aussi là pour le défendre, mais en même temps les équilibres d'un club qui a de l'ambition, dans lequel on se donne aussi de l'ambition sportive. On veut avoir les bons outils, on veut développer de l'infrastructure. Tout ça, bien, ça mérite une analyse d'équilibre. Et encore une fois,
je pense que dans l'avenir, si on arrive à doter notre stade de plus d'infrastructures, on nivellera un petit peu plus le prix des places. Donc vous faites le lien avec les infrastructures pour justifier le prix des billets. Quel est pour vous l'avenir justement en termes d'infrastructures du stade Boniface et puis cette fameuse tribune de face dont on parle évidemment couverte, dont on parle très souvent? Vous l'avez peut-être remarqué quand même que on n'est pas exempt d'idées et de programmes d'infrastructures, donc on continue à développer le stade. On le fait aujourd'hui avec l'optique. Je me suis mis un guide dans les infrastructures et dans le développement des infrastructures pour ce stade, qui est tout simplement un label de stade professionnel qui a été dicté par la Ligue. Et donc on prend point à point et on essaie de voir comment notre stade pourra durablement rivaliser sur ces infrastructures par rapport à des stades modernes. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec la tribune, avec les vestiaires, qui ont été faites dans une grande qualité de respect de ces critères-là. Aujourd'hui, donc, il y en a d'autres. Ce que l'on fait prioritairement, c'est ce que l'on peut faire. C'est-à-dire que les investissements qui ont été faits ces 2 dernières années l'ont été en quasi fonds propres, en quasi autonomie de financement du club. Et quand même pas rien, qui n'est pas si fréquent. Donc ça veut dire qu'on s'est engagé nous-mêmes, le club s'est engagé financièrement en grande partie pour ces équipements. Les équipements comme la tribune, effectivement, c'est l'aboutissement parce que ça sera certainement le plus gros maillon de la chaîne. Et celui-là, on ne pourra pas le faire seul. On peut le faire qu'avec des collectivités. Donc nous travaillons, c'est un dossier qui est sur la table. Nous travaillons pour étudier une solution dans un avenir que j'espère le plus proche possible pour réaliser une tribune. C'est vrai que c'est un outil indispensable à notre club. Mais encore une fois, je ne veux pas simplement mettre un toit sur un gradin, ça ne servirait à rien. Enfin, ça servirait toujours, mais enfin, c'est certainement pas là qu'il faut se diriger. On a besoin de compléter nos infrastructures. Donc, et j'ai entendu effectivement les souhaits d'avoir des espaces qui permettraient d'accueillir un petit peu plus confortablement des supporters, des salles de réception, mais aussi, vous l'avez vu, des bureaux que l'on voit totalement exsangues, de nouvelles loges, parce qu'il y a encore de la demande là-dessus. Donc voilà, c'est un outil plus complet. Je pense qu'il faut qu'on se dirige vers quelque chose à la mesure de Mont-de-Marsan. Bien évidemment, pas trop ambitieux parce qu'il n'est pas question de faire un stade de 15 000 places ici, ça n'a aucun sens. Mais voilà, qu'on retrouve l'équivalent de la tribune principale en face. Voilà quel est notre projet. On ne pourra le faire qu'avec les collectivités. On y travaille, donc l'échéance, j'en ai pensé, on se donne des objectifs, on essaiera de les respecter, je dirais, dans la fourchette de 3 à 5 ans. Donc ça veut dire que vous avez une réflexion globale ici sur un équipement qui inclurait la maison des sports, des loges, un gradin couvert et a priori avec un soutien tribune, avec un soutien des collectivités locales, le Marsan et éventuellement le département. J'espère. C'est votre optique, en tout cas, c'est votre fil conducteur. J'espère que l'ensemble des collectivités adhéreront, mais c'est encore un projet qui est dans ses fonds baptismaux. Donc on a de bonnes nouvelles en perspective, mais on s'inscrit dans la durée. On essaie de travailler pour l'avenir. De toute façon, c'est le rôle que l'on a, qui est le mien, celui de l'ensemble des administrateurs. On ne travaille pas pour nous personnellement, on travaille pour le club et pour son avenir. Et pour la ville, parce que ce que l'on fait pour le club, on le fait aussi pour la ville. Alors une question de Nas de Guide concernant la marque, entre guillemets, Stade Montois, l'image de Stade Montois. On sait que les produits dérivés sont importants aujourd'hui dans les clubs et il y a la boutique depuis 1 an qui est présente sur le stade. Est-ce que cet élément est important dans le budget et pensez-vous qu'on peut encore valoriser cette marque Stade Montois? Oui, c'est très important. Bien sûr, la boutique, le produit Stade Montois est important. On voudrait le développer. On a d'abord, depuis quelques mois, il y a la boutique en ligne qui existe, donc les gens s'en servent de plus en plus régulièrement, notamment des personnes qui sont éloignées de Mont-de-Marsan et qui commandent leurs articles de supporters, et on en est ravis, ça se développe. Après, pour ce qui est de la boutique au stade, oui, bien sûr, on fait avec un petit peu les moyens du bord. Je pense qu'il y a eu une aventure, une expérience qui a été un peu douloureuse sur la gestion de la boutique pendant quelques années, et
on a redressé ça comme le reste et donc on repartira de l'avant pour la boutique. C'est vrai que dans le cadre d'un projet aussi d'avenir, il faut que cet outil se développe et avec un lieu, un espace qui soit plus adapté. Donc on abandonne loin, pas du tout le projet de développer la boutique, au contraire. Alors dernier chapitre qu'on va aborder, le rôle des médias, Stade Montois en particulier. Et une question de Bourdon, quel est pour vous le rôle du site des supporters par rapport au site officiel du Stade Montois? Site des supporters que vous avez labellisé site officiel en partenariat avec nous l'année dernière. Bon, d'abord, je pense que ce site est plutôt bien géré, bien animé. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien parce qu'il y a une mise en valeur d'abord dans le travail qui est fait dans la rédaction, dans la recherche de sujets. Donc c'est un vrai lien qui existe avec le club. Donc moi je suis ravi que ce site fonctionne bien. D'ailleurs, ce qu'on a évoqué ensemble depuis 2 ans. Et pour cette raison aussi qu'on a accepté de lui donner le label site officiel. Après, bon, j'ai des fois quelques réserves sur les forums. De temps en temps, je trouve que les attaques personnelles me dérangent. Voilà, je trouve que ça, c'est des choses qui me dérangent. Notamment quand on attaque des joueurs, ce que j'ai vu ces derniers mois ou l'an dernier. Je trouve que c'est pas forcément le rôle du supporter. On peut avoir des avis, on peut donner des avis, c'est bien, ça fait avancer. On écoute d'ailleurs, on est là pour écouter les avis des gens. Enfin, on ne peut pas tout prendre en compte. Il faut bien sûr faire le tri. Mais quand il y a de l'agressivité, qui plus est sous couvert de l'anonymat, ça me dérange. Voilà. Donc voilà les limites. Sur le forum du Stade Montois Rugby, ça reste pour le moment assez mesuré globalement. Je vais peu lire les autres, donc je me permets de lire ça reste assez soft ici dans le vôtre, mais quand il y en a des attaques personnelles, elles me dérangent. Voilà. Et je pense que c'est ceux qui les font. Je ne sais pas s'ils mesurent le mal qu'ils peuvent faire, et je ne sais pas si un jour ça leur arrivait, ils seraient ravis de ça. Donc encore une fois, l'anonymat cache beaucoup de choses. Mais c'est pas très courageux. Sachant que l'anonymat ne déresponsabilise pas, les gens sont toujours responsables de ce qu'ils disent. C'est pas très courageux de leur part, moi. Mais je suis prêt à les affronter ou à discuter avec eux de ça de vive voix. Identifier, ça serait encore mieux. Ça m'effraie de rien. Voilà. Donc c'est un petit peu la limite. Après, moi, il n'y a aucune concurrence avec le site officiel du Stade Montois. Le site du Stade Montois doit véhiculer des images, doit véhiculer des informations, et nous, vous le savez, dès que l'on a une information, on vous la communique, on la communique aussi aux supporters parce qu'on estime qu'effectivement c'est un outil interne de communication, d'animation. Moi je suis ravi que ce site fonctionne aussi bien. Alors dernière question, Monsieur le Président, pour clore cet entretien, un mot aux supporters et puis ce que vous attendez d'eux pour la saison à venir. Moi, ce que j'attends d'eux, c'est d'être nombreux, d'être au soutien du club, au soutien des joueurs. Tout ce que l'on fait, c'est pour une simple chose, c'est que sur le terrain, tout le monde et autour du terrain, tout le monde se fasse plaisir. C'est-à-dire que l'on vibre tous pour ce club. Et c'est vrai que c'est un long travail dont la finalité, au bout du compte, c'est sur le terrain le samedi ou le dimanche, le bonheur qu'on peut prendre. Donc moi ce que j'attends effectivement c'est ce soutien populaire qui portera, qui fera grandir encore le club. À cela on y a adjoint cette année un outil d'animation que sera l'écran géant, qui est réellement je pense un vecteur d'aide à ce que le stade soit encore plus animé. On n'a pas un stade qui est un chaudron, mais c'est la configuration architecturale qui fait que c'est pas un chaudron, il n'y a pas d'écho, ainsi de suite. Donc il faudra donner de la voix, il faudra donner de l'image, donner du plaisir à l'ensemble des joueurs. Donc moi j'engage tous les supporters à nous rejoindre et à supporter, à aider comme on essaie de le faire le club au maximum. Écoutez, merci Monsieur le Président, bon courage à vous pour cette saison. Merci à vous et puis bonne saison à tous et bonne j'espère l'occasion de se croiser tout au long de cette saison et de compter le plus grand nombre de victoires. Merci beaucoup à vous.